Bah, écoutez, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe quand vous avez une idée politique qui se développe et qui est de plus en plus d'actualité. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé l'UPR en 2007, c'était le premier parti politique qui était créé pour sortir de l'Union européenne. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand monde à l'époque. Bon, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, c'est 10 ans après qu'il y a eu un premier candidat, qui est premier concurrent, si j'ose dire, avec Monsieur Philippot. Monsieur Philippot, d'ailleurs, quand il est entré en politique, c'était, je crois, en 2008, il aurait pu venir à l'UPR, il est allé au Front National. Bon, ça veut dire qu'il avait des calculs politiciens derrière lui. Il est resté au Front National un certain nombre d'années, jusqu'en 2017, où on lui a montré la porte de sortie. Bon, et à ce moment-là, moi, toutes preuves à l'appui, vous pourrez trouver sur Internet, j'ai fait une vidéo où je lui ai proposé de nous rejoindre. Bon, non seulement il ne m'a pas répondu, mais il a créé son propre mouvement, plus exactement il l'a développé, et il a été reçu, parce qu'il appartient à des réseaux auxquels je n'appartiens pas, il a été reçu par M. Bourdin début 2018, pour expliquer qu'il était le seul candidat du Frexit. Bon, donc c'était quand même une déclaration de guerre. Il n'avait même pas répondu à ma demande de nous rejoindre. Deux, il se présente dans les médias auprès de M. Bourdin comme étant le seul candidat du Frexit, alors que M. Bourdin savait très bien, puisque ça s'était passé moins d'un an avant, j'avais été le candidat du Frexit, il m'avait reçu 2 fois 20 minutes pendant la présidentielle. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je n'y peux rien si M. Philippot nous a fait un bras d'honneur, et si depuis là, il ne cesse que de plagier ce que je fais en le saupoudrant d'un certain nombre de choses. Bon, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Bon. Mais M. Philippot n'a pas finalement le monopole du plagiat, parce qu'après, il lui est arrivé quoi? Il est arrivé M. Kuzmanovic, partant de la France insoumise, et qui a fait pareil. C'est-à-dire qu'il s'est installé à son compte, lui en voulant faire un Frexit avec des complaisances vis-à-vis de la gauche. Et puis aujourd'hui, on voit arriver, il y a pas de monopole au plagiat, hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même plusieurs, il y a 5 ou 6 listes maintenant pour les européennes. Vous avez la liste de M. Francis Lalanne et Dieudonné, dont je découvre qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Je vois qu'il y a la liste de M. Husson et de M. Verhaeghe qui veulent sortir de l'Union européenne. Je vois qu'il y a la liste de M. O'Haraud, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, mais pour les communistes qui veulent sortir de l'Union européenne. Donc ça fait quand même déjà 4 ou 5 listes qui sont venues sur notre terrain. Qu'est-ce que j'y fais? Monsieur Dupont-Aignan a souvent un discours politique qui change, mais il y a quelque chose d'invariant chez Dupont-Aignan, que je connais bien, qui humainement est quelqu'un de sympathique, mais il a toujours dit qu'il était contre la sortie de l'Union européenne. Donc toujours, il a dit qu'il était contre la sortie de l'Union européenne et de l'euro, donc et encore plus de l'OTAN. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas de point commun. Alors, il faut bien voir que derrière tout ça, c'est pas en fait des clones, c'est pas uniquement ils ne sont pas sur la même pensée politique. Nous sommes le parti du Frexit, historiquement. Pas seulement historiquement, mais intellectuellement, si j'ose dire, parce que je pense qu'on a apporté à peu près 90% ou 95% de l'appareil intellectuel pour la sortie de l'Union européenne, la critique, les propositions, tout ça en 10 ans, et en 17 ans a fortiori, on avait fait beaucoup de travail, dont ça inspire les autres. Mais c'est quand même, ça ne se résume pas à ça, puisque notre positionnement politique, c'est un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche. Ça, c'est vraiment important, dont témoigne d'ailleurs notre liste. Dans notre liste, vous avez des responsables politiques comme le général Henri Roure, un officier général des troupes de marine qui a dirigé les troupes françaises au Gabon et qui vient de la droite, qui d'ailleurs il y a 5 ans était sur la liste de M. Dupont-Aignan, et lui il ne fait pas mystère qu'il vient de la droite. Et puis vous avez sur notre liste également M. Pierre-Yves Collombat, qui est le 81e de la liste, qui lui est un ancien sénateur apparenté socialiste et apparenté communiste, et accessoirement ancien vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Et ceci, on le retrouve à d'autres échelons, puisque nous avons 11 élus municipaux, dont notamment 7 maires, qui sont de petits villages ruraux, dont certains sont plutôt un peu orientés à gauche et d'autres plutôt orientés à droite. Alors ça, c'est important, parce que nous avons quelque chose qui est au-dessus du clivage droite-gauche. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment est très important pour nous. Or, je vois que monsieur Philippot, par exemple, fait alliance avec monsieur Jean-Frédéric Poisson,
qui a toujours dit, jusqu'à très récemment, il a toujours dit qu'il était contre la sortie de l'Union européenne, mais lui, c'est quelqu'un qui est classé très très à droite, puisque lui, ses combats sont des combats sociétaux. Il est contre l'IVG, il est contre le mariage gay, il a tout à fait le droit, hein. Mon problème n'est pas là, mais le problème, c'est que il est classé très très à droite. Et son discours fait fuir les gens de gauche. Réciproquement pour M. Kuzmanovic. M. Kuzmanovic, lui, est classé très à gauche. Alors moi, ce que je me demande dans ces listes, c'est qu'est-ce qu'elles apportent, en fait. Qu'est-ce qu'elles apportent par rapport à nous, en fait? Elles apportent de la division et elles apportent surtout une polarisation droite-gauche qui est justement ce qu'il faut éviter. Parce que je rappelle que, par exemple, en 2005, s'il y a eu 55% des Français qui ont voté en faveur de la... Enfin, en rejetant la Constitution européenne, les 55% de Français qui ont dit non en 2005, il y en avait 30 qui venaient de la droite et de l'extrême droite, 25 qui venaient de la gauche et de l'extrême gauche. Les sondages post-électoraux l'ont montré. Donc pour avoir la majorité, il faut absolument aller au-dessus de ce clivage droite-gauche. Et donc ceux qui disent non, on va aller tout à droite ou tout à gauche, en fait, torpillent la possibilité d'avoir une majorité. C'est fondamentalement ce qui nous distingue. Projetons-nous un peu sur 2027, fort de cette expérience ratée des Européennes. Mais c'est pas forcément une expérience ratée. Attendons de voir quels vont être les résultats. Alors moi, je ne sais pas quels vont être les résultats. Peut-être que vous savez, il y a des dynamiques électorales qui se créent. Nous, en ce moment, on a une très bonne dynamique. Bon, donc on va voir les résultats. Et puis ça change. Parce que pour les présidentielles, ça sera dans 3 ans, il peut se passer beaucoup d'événements. Donc, moi, ce que j'espère, en tout cas, ce que je lance ce que je demande, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un rassemblement de l'ensemble des gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Derrière, j'allais dire derrière moi, bien sûr, comme les autres, mais moi j'ai quand même un certain nombre d'outils et d'arguments à faire valoir. C'est non seulement l'ancienneté, puis la légitimité intellectuelle, l'expérience professionnelle, etc. Mais en plus de ça, les résultats électoraux, et en plus de ça, tous les résultats, il y a beaucoup de sondages qui sont sur Internet, il y a des primaires qui ont été lancés par des gens que je ne connais même pas, et à chaque fois, j'arrive très au-dessus, très en avant des autres. Donc normalement, la logique, à tous égards, voudrait que ce soit les autres qui se rallient à l'UPR. Nous allons voir le résultat des urnes. Voilà. Parce qu'il y a les gens qui se mettent en avant et puis on va voir les résultats dans les urnes. Après le résultat dans les urnes, on verra ce qu'on fera. La situation est dramatique. Oui. Pour la France, c'est vraiment une situation très grave. Parce que ce que je pense profondément, c'est que l'édifice européiste est en train de s'écrouler, de s'effriter. Les élites euro-atlantistes ont compris qu'il y a un risque maintenant que tout ça s'effondre avec l'euro, avec la construction européenne. Et donc je pense que ces mêmes forces vont essayer de forcer le destin en poussant ce qu'ils appellent une Europe puissance, c'est-à-dire la fédéralisation à toute allure. Donc il y a, à mon avis, une véritable lutte historique entre qui va prendre de vitesse qui. Voilà. Je suis d'accord qu'on est dans des circonstances historiques qui peuvent marcher. Vous savez, j'ai souvent dit autour de moi, je n'étais pas fait pour faire de la politique. Je suis pas un homme politique. Moi, je suis quelqu'un c'est un homme fondamentalement d'abord un bon élève, quelqu'un qui était fait pour être un haut fonctionnaire émérite, etc. Donc à l'origine, je suis quelqu'un de timide. Donc je suis pas. Quand j'avais 20 ans, jamais je n'aurais imaginé, quand j'avais 20 ans ou 25 ans, de faire ce que je fais aujourd'hui. Il y a des gens qui, à 17 ans, entrent dans des partis politiques, les Bardella, les Attal. On voit que la seule chose qui compte pour eux, c'est pas la France. Ils s'en fichent éperdument. La seule chose qui compte pour eux, c'est de faire carrière, et c'est un narcissisme échevelé. Moi, je sais qu'il y a des trolls qui passent leur temps à dire que j'ai un ego et démesuré, un melon comme ça, mais c'est le contraire exact de ma personnalité. Ma personnalité, c'était le contraire exact. C'est justement que si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai été pendant plusieurs années dans les cabinets ministériels, j'ai pu constater que la France était en train de s'effondrer, j'ai constaté qu'à l'époque, en 2007, qu'il n'y avait aucun parti politique en France qui proposait ce que je propose, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne, de l'euro. C'est pour ça que je l'ai créé. La rencontre a fait un destin, et celui de la France... Ah oui, mais ça, oui, mais j'aurais pas cette outrecuidance, si vous voulez. Oui, bien sûr, c'est ce que disait De Gaulle. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir quelqu'un de caractère. Je pense face aux turbulences de l'époque. Et honnêtement,
Je crois que j'ai le caractère nécessaire parce que je suis quand même quelqu'un de très obstiné et de très têtu, parce que la preuve l'a montré, c'est quand même plus de 17 ans que je dis la même chose. Et les gens me trouvent parfois intransigeant, disant oui, il veut pas faire d'alliance. D'abord, c'est pas vrai, on a tendu la main, ça nous a été refusé. Et deuxièmement, ça n'est pas moi qui décide. Hein, nous avons un bureau politique, et vous savez que parfois, le bureau politique est bien plus dur que moi pour faire tenir, pour respecter ce que nous avons promis à nos électeurs et à nos adhérents. On a fait une charte qui nous fait comme obligation de sortir de l'Union européenne. On ne va pas faire des alliances avec des gens qui ne veulent pas sortir. C'est tout. Et vous savez, le problème numéro 1 de la France, c'est que les Français n'ont plus confiance dans leurs hommes politiques. Et ce que je fais depuis 17 ans, c'est petit à petit, patiemment, avoir reconstitué un mouvement dans lequel les Français, les gens qui nous rallient, ils ont confiance, parce que depuis 17 ans et demi, on ne les a jamais trahis à aucun moment, ni par des alliances, ni par des propos inconsidérés. J'ai été 10 ans député européen, j'ai fait 2 mandats. Je me suis rendu compte que, mis à part la fonction, on peut dire, tribunicienne ou informative, un député européen ne sert à rien. Cette machine ne peut pas être changée de l'intérieur. J'ai écrit en 2006 un livre, Sortir de l'Union européenne, avec le professeur Jean-Paul Bled. Je pense qu'il est inutile de batailler pour qu'on ait un peu plus de députés. De toute façon, la majorité sera toujours pro-fédéraliste, favorable à la Commission qui encadre complètement ce Parlement, qui n'a de Parlement que le nom. Donc c'est pas de l'intérieur qu'on changera les choses. Bien, si cette élection du 9 juin a une importance, c'est que pour montrer que, au fond, en politique intérieure, elle a de l'importance, mais pas sur le sujet de l'Europe. Montrer que en France, le président de la République est complètement délégitimé. Sa candidate, dont l'histoire oubliera le nom, moi aussi d'ailleurs au moment présent, ne fera pas, par rapport aux inscrits, par rapport au corps électoral dans son ensemble, étant entendu que la majorité vont s'abstenir, elle ne fera pas 10% des voix, et même beaucoup moins, et ça mesure le périmètre électoral de soutien, c'est-à-dire la légitimité populaire du président de la République, qui l'a conduit à rien, même pas 10%, entre 5 et 10% de Français qui le soutiennent et qui soutiennent les 3 partis qui se réclament de lui. C'est dérisoire. On ne peut pas gouverner un pays avec une si faible majorité. Et je pense que cette faible, enfin même pas une majorité, ce si faible soutien. Et je pense que cette délégitimation du président de la République ouvre la voie à de graves crises sociales, parce qu'on ne gouverne pas un pays dans ces conditions. Il est beaucoup trop isolé, détesté, mal relayé de toute façon, si ce n'est par une presse aux ordres, et qui ne fait plus du tout illusion pour penser qu'il pourra gouverner jusqu'à finir son mandat. Et je crois que la simple observation de l'histoire le montre d'ailleurs. Quand la politique a perdu ses droits, quand la politique est tellement délégitimée, eh bien hélas, la violence, on le voit, reprend, elle, non pas ses droits, mais son primat dans l'histoire. La souveraineté, c'est quelque chose qui ne se partage absolument pas. La souveraineté, c'est plein et entier. Et il y a des partis qui, ma foi, se disent patriotes, mais qui admettraient quand même un certain nombre de concessions dans ce domaine. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de faire la moindre concession s'agissant de l'indépendance, parce que c'est ça en fait, la souveraineté, l'indépendance de la France. Il y a des partis qui initialement étaient peut-être considérés comme tout à fait engagés dans cette recherche de la souveraineté, qui, pour attirer peut-être un électorat, ont accepté quelques concessions s'agissant de l'Europe. Il ne peut pas y avoir de concessions. Donc il ne peut pas y avoir d'union entre ceux qui font des concessions et ceux qui pensent qu'aujourd'hui la situation est trop grave pour qu'on ne recherche pas autre chose que la sortie de l'Union européenne. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, bon, il y a des questions d'ego, évidemment. Ça, on n'y fera jamais rien. Il faudrait admettre
que certains s'inclinent devant un tel ou un tel. Alors, moi, j'ai fait ce constat, et je disais à quelques-uns, pendant un moment, j'hésitais, je ne savais pas si j'allais voter ou si j'allais non voter. Non voter pouvait être dans d'autres circonstances, dans d'autres élections, une démarche citoyenne. Aucun parti se présentant ne pouvait ne pas correspondre à mes idées. Et donc, je ne faisais pas moi non plus de concessions et j'aurais pu ne pas voter. En revanche, pour ces élections européennes, je crois que le non-vote, ou l'abstention, si vous préférez, c'est quelque chose qui favorise les européistes. Ça favorise l'Europe, parce qu'on laisse la voix à ceux qui parlent, à ceux qui s'expriment, ceux qui sont prêts à faire des concessions. Et malheureusement, on le sait par les sondages, la majorité de la population, de l'électorat qui ne votera pas, eh bien, est proche des idées souveraines, mais ne trouve pas dans les partis qui occupent les plateaux le choix qui correspond à leurs idées. Alors nous, François Asselineau m'a contacté, enfin on s'est contacté par hasard, hein, et on s'est aperçu qu'on faisait les mêmes analyses, qu'on faisait les mêmes constats, et que nous arrivions aux mêmes solutions, dont je vais dire deux mots, hein, et ce qui m'a décidé à m'engager, c'est précisément la constance de François Asselineau dans sa volonté de sortir de ce piège européen, parce que c'est un piège. Il y a trois sorties. La première, c'est celle de l'euro. L'euro, c'est une monnaie, c'est le mark allemand. Il est beaucoup plus cher que ne le serait le franc, ce qui favorise peut-être l'industrie allemande, mais qui nous pénalise au plan de nos exportations. On ne peut pas exporter précisément parce qu'on a une monnaie qui est trop chère par rapport à nos usages. La deuxième sortie, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un amoncellement de normes, de contraintes, et maintenant, c'est Bruxelles qui dirige. On l'a vu avec la crise des agriculteurs. Les agriculteurs, on avait beau les baratiner, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, ils ont bien compris que les décisions, c'était pas monsieur Attal ou monsieur Macron qui les ont, les solutions. C'est à Bruxelles. Et à Bruxelles, il ne peut pas y avoir de solution parce que 27 pays doivent voter unanimement sur un sujet. Donc on sort de l'Union européenne, on reprend notre liberté dans tous les domaines, droit, économie, etc., etc. Et la France s'en tirera mieux, bien évidemment. Et elle s'en tirera bien mieux que les pays qui resteront dans l'Union européenne. Si tant est que l'Union européenne survive au départ de la France. Et puis la troisième sortie, c'est celle de l'OTAN. L'OTAN est intime avec l'Union européenne et l'OTAN, c'est la mainmise des États-Unis. Alors il y a une complicité, de fait, il y a une intimité entre l'Union européenne et les États-Unis dirigeant par toutes sortes de biais, y compris les lobbyistes à Bruxelles et à Strasbourg et à Luxembourg, les États-Unis dirigent l'Union européenne. Et puis ils ont des complices. Hein. La plupart des chefs d'État sont des alliés des Américains. Les partis que l'on considère aujourd'hui comme nationalistes, conservateurs ou souverainistes, en réalité sont plus des groupes autour de personnalités comme Philippot, par exemple, je prends un exemple, que des partis véritablement constitués. Vous me demandez pourquoi ils ne sont pas tous ensemble. Vous posez la question à un élu du Rassemblement national qui vous répond, mais il faut voter utile, il faut se regrouper autour du pôle majeur qui tolère et qui supporte très bien les différences. Moi, j'ai une parfaite liberté de parole et d'expression au sein du groupe du Rassemblement national, le Conseil régional de Normandie. Je dis ce que je veux. Je pense que cette élection européenne est polarisée, en fait, du point de vue de l'électorat par des enjeux nationaux. C'est-à-dire que les questions fondamentales qui touchent à l'Union européenne, la place de la France dans l'Union européenne
et l'existence souhaitée ou pas de l'Union européenne sont escamotées. Et en fait, ces élections européennes deviennent de facto un sondage grandeur nature d'une situation nationale. Et alors, dans une situation nationale telle qu'elle est aujourd'hui, que veulent dire les gens? Ben, ils veulent envoyer une claque à Macron, et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils envoient une claque à Macron en votant pour le principal parti d'opposition reconnu, qui est le Rassemblement national, qui va certainement battre un record électoral d'ici 8 ou 10 jours. Cela dit, cette campagne n'a pas permis d'aller au fond des sujets. Tous les débats qui ont été organisés ont été des espèces de joutes et des genres de combats de coq sans grand intérêt. Et les mouvements qui véritablement ont essayé de parler de la question européenne, je fais allusion entre autres à messieurs Philippot et Asselineau, aujourd'hui présents, n'ont eu que très peu de place pour s'exprimer dans les médias, ce qui est regrettable. Et je pense qu'effectivement, les divisions internes du camp souverainiste ne contribuent pas à asseoir la crédibilité et l'audibilité de ce message. Je pense que si tous les leaders étaient partis sous la même bannière, il y aurait eu beaucoup plus de force et beaucoup plus de capacité d'écoute de la part du public sur ces sujets-là. Au lieu de ça, ces élections européennes, ça va être un sondage. Alors un sondage qui finalement sert à quelque chose, c'est au moins montrer une fois pour toutes l'illégitimité de ce gouvernement, au moins aujourd'hui dans sa cote de popularité auprès des populations, mais ça n'ira pas au-delà. Alors maintenant, que faudrait-il faire et surtout quel enseignement tirer de cette pagaille aux européennes pour les présidentielles? Que faudrait-il faire? Il faudrait arriver à se mobiliser, puisque la France est en danger de mort, ce que je pense. Hein, elle est entrée dans une phase de lente agonie. Je crois qu'il faut que tout le monde se mette en tête de la sauver, parce qu'on ne peut pas se passer de notre pays. Hein. Nous sommes tous des patriotes, nous aimons la France, nous pensons à la France avant tout, nous voulons vivre dans une France qui soit elle-même, et je pense que cet enjeu va bien au-delà des querelles de chapelle qui peuvent traverser certains camps, le nôtre en particulier. Des fois, dans les leaders souverainistes, je crois que lui-là, il y a eu un épisode un petit peu malheureux, mais j'espère que tout le monde va se ressaisir, que tous les militants et tous les sympathisants de la cause vont se rassembler pour faire entendre leur voix et faire comprendre qu'il faut que demain, nous soyons tous ensemble, puisque nous sommes tous sur les mêmes positions. Soyons très sérieux. Les différences sont marginales. Je ne suis encarté dans aucun parti politique. J'essaye maintenant que je suis en retraite d'apporter mon expertise. Alors, par contre, en tant que citoyen, il est vrai que notre seule conviction est la défense de l'identité nationale. Hein, on croit encore... Beaucoup de gens encore pensent à notre identité, à notre culture, à notre langage, à notre façon de vivre. Et il est vrai que on s'aperçoit qu'il y a une multiplicité de partis qui prônent ces mêmes convictions et qui n'arrivent pourtant pas à s'entendre. Alors est-ce qu'il s'agit de conflits de personnes, de conflits de partis? Vous savez, le jeu des partis, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'appartiens à aucun parti. Le jeu des partis fait que des stratégies particulières se mettent en place qui sont parfois contradictoires. Alors, est-ce que c'est à cause de ces conflits de partis que le front souverainiste n'arrive pas à se constituer, alors qu'effectivement, on peut raisonnablement estimer qu'une grande majorité des Français souhaitent conserver son identité, ne comprend pas très bien comment cette construction européenne est en train de se faire, et d'une manière un peu confuse, voudrait exprimer son désir de rester le plus possible français et conserver son identité. Donc effectivement, on peut s'interroger sur comment se fait-il que les partis n'arrivent pas à s'entendre, alors que je pense qu'une grande masse, une immense masse de Français l'espèrent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Il faudrait peut-être que le peuple redevienne ce peuple, comment je pourrais vous dire, un peuple salutaire, qu'en fin de compte, ça soit lui qui reprenne son destin en main. Alors effectivement, c'est par le bulletin de vote, mais là encore, j'ai peur. Hein. Je sais d'expérience que les élections européennes recueillent assez peu de suffrages. Hein. Généralement, c'est à peine 50%
du corps électoral qui se déplace, alors que c'est l'un des enjeux fondamentaux actuellement. Hein. Oui, je crois qu'en fin de compte, une élite a pris le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir intellectuel. Il a institué une espèce de doxa dominante, et aujourd'hui, il est extrêmement difficile, en fin de compte, de s'en échapper. Hein. Il est extrêmement difficile de pouvoir s'éloigner de tout ce qu'on nous abreuve d'une manière parfois subjective, mais très envahissante. Vous êtes inquiet ou confiant pour l'avenir? Très sincèrement, vous savez, je viens d'être grand-père d'un 6e petit-enfant et je suis assez inquiet. Je crois que c'est l'une des rares fois dans l'histoire de l'humanité où une génération regrette la génération de ses parents. C'est aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Auparavant, chaque génération rêvait de construire la suivante, etc. et n'avait pas de nostalgie du passé. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit on le voit d'ailleurs à travers les intentions de vote de ces futures élections européennes, où une très grande part de jeunes de 25 à 30 ans, en fin de compte, vont voter pour des listes souverainistes. En fin de compte, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils regrettent une génération passée, quelque part. Il y a un sondage qui est sorti récemment qui montre qu'il y a 36% d'électeurs qui sont souverainistes, qui veulent le Frexit, et on a des pourcentages tout petits dans les sondages. Il y a différentes choses, hein, notamment le fait que les médias interrogent peu, les candidats souverainistes les invitent peu, mais il y a un vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas d'union souverainiste. Et l'union, pour moi, se fait pas par alliance électorale. L'union, ça se fait par un parti souverainiste commun où tout le monde travaille ensemble et tout le monde prend le même chemin. Et là, on a une vraie force. Et c'est vrai que ce qui est très dommageable pour ces élections européennes, c'est qu'on ait des listes souverainistes disparates, quoi, en fait, et que tout le monde ne travaille pas dans le même sens, alors qu'en fait, nous voulons le même destin pour le pays. C'est quelque chose d'assez incompréhensible qu'on en soit là. Ça fait 5-6 ans que ça dure et c'est tout à fait dommageable pour la cause souverainiste, hein, et pour la France. J'ai travaillé sur la réunion des souverainistes, hein, notamment pour la présidentielle de 2022. On a réussi à obtenir quelque chose, mais tard. Et là, pas grand-chose. Et j'ai pas vraiment de solution, hein, parce que c'est à nos leaders de faire un parti souverainiste, de faire une union souverainiste par un parti commun, oui, dans lequel on travaille tous ensemble avec tous les mêmes solutions. Alors vous dites c'est à nos dirigeants, à nos leaders. Est-ce que ça ne serait pas plutôt à nos militants? C'est aux militants de pousser là-dessus, effectivement, parce que tant qu'on sera divisé, on fera des petits scores, quoi, en fait. C'est toute la problématique qu'on a pour ces élections européennes, mais pour les autres élections aussi. Il est fondamental d'arriver à monter pour avoir quelques pourcents de voix, 3-4%. Et là, vous êtes invité dans les médias et vous pouvez être dans une dynamique positive. Tant qu'on est divisé, on est dans une dynamique de groupuscules, en fait, petits, qui peuvent ne pas être invités dans les médias, être oubliés. Et donc, ça pose un problème majeur pour grimper. Et les colloques transpartisans, où il y a des gens de tous les partis qui se rencontrent, sont extrêmement importants parce que ça montre que finalement, on partage tous les mêmes idées. Et espérons que ça aboutisse à quelque chose en termes d'union à un moment donné. Alors, au-delà des colloques, qu'est-ce que vous verriez comme dispositif, en fait, pour engager le Front souverainiste vers une stratégie déjà d'union à l'horizon de 2027? Écoute, ça, j'en ai aucune idée. En fait, ça dépend uniquement des chefs souverainistes. C'est eux qui tiennent les clés des partis. C'est à eux de lancer l'union que tous les militants souverainistes attendent depuis si longtemps. C'est un peu triste qu'on ait des scores aussi faibles alors qu'on a 36% de souverainistes, quoi. Il y a un schisme insupportable, quoi, en fait, entre les potentialités de scores et les scores qu'on fait. On voit bien que le pouvoir ne se passe absolument pas dans les urnes et que par conséquent, l'abstention aidant, on se retrouve à un scrutin comme les européennes avec un électeur sur deux qui ne va pas aux urnes. Le système, en fait, pousse à la démoralisation, à la démotivation des citoyens, puisque le gouvernement ne gouverne jamais dans l'intérêt des citoyens. Et finalement, il n'y a plus qu'une minorité de gens qui finissent par voter, et c'est une très mauvaise chose pour la démocratie, très clairement. Donc, il va falloir... La meilleure chose, d'ailleurs, ça serait un référendum, remettre le référendum d'initiative citoyenne pour que les Français, en fait, comprennent que leur voix compte, leur choix compte, leur décision compte, et c'est comme ça qu'on refera démocratie ensemble, hein, qu'on refera peuple ensemble. Alors que là, effectivement, les élites font un petit peu ce qu'elles veulent, et le peuple, ça le démotive, et ça détruit un peu la démocratie.